Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous les amoureux de vélo et surtout de Paul Success. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour débriefer des 3 premières étapes du Giro 2026 en Bulgarie, avec un deuxième Paul qui brille autant que notre Paul Success adoré. C'est pas pour rien que notre émission s'appelle Pole Position. Et je te laisse nous faire le résumé de ces 3 premières étapes. Oui, alors étape 1, une étape qui est allée au sprint. Alors on a eu une grosse chute à 600 mètres de l'arrivée qui ont impliqué pas mal de sprinteurs. Et Paul Magnier a tout de même bien placé et a remporté l'étape devant Andresen et Vernon fait 3, Milan 4. Deuxième étape, on a eu une grosse chute là encore à 25 km de l'arrivée. La course a été neutralisée environ au 19e kilomètre. C'est reparti et c'est dommage parce que c'était là où ça commençait à devenir intéressant. La course, le départ a été redonné et on a eu une échappée avec notamment Vingegaard et Pellizzari. Au final, c'est l'Uruguayen Silva qui s'impose de Astana, assez surprenant. Victoire, on reviendra dessus. Et aujourd'hui, nouvelle victoire du Français Paul Magnier. Et donc là, on est très heureux de ce début de Giro pour le jeune Isérois, devant Jonathan Milan et Groenewegen fait troisième. À nouveau un beau sprint, on va revenir dessus. Alors toi Nathan, ta réaction déjà sur ce début de Giro? Bah, début de Giro assez fort en émotion, j'ai envie de dire, avec des rebondissements notamment amenés par les deux énormes chutes qu'on a eues sur ces 3 premiers jours. Et évidemment, les 2 victoires de notre Français Paul Magnier, qui a exterminé Jonathan Milan sur la première étape et qui remet le couvert sur la 3e étape dans un final beaucoup plus massif, qui là a mis tout le monde d'accord et l'Italien n'a même pas pu moufter. Ouais, alors moi je tiens à dire déjà je suis hyper content pour lui parce que on sait qu'il en est capable, ça y a pas de souci, que c'est un des meilleurs sprinteurs au monde. Par contre, eh ben, il lui fallait des belles victoires comme là, et là il nous a il nous a fait deux super victoires. Et il en avait besoin, son équipe, elle a été patiente, mais on sait qu'elle est capable de, bah voilà, hein, elle a de gros objectifs. Donc si un sprinter remplit pas ses objectifs, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc là, je suis hyper content pour lui, avec deux belles victoires, un beau plateau. Fabuleux ce qu'il nous fait sur ce début de Giro, même si encore une fois, comme on disait, hein, on sait qu'il en était capable, donc c'est pas forcément une surprise. Mais moi, je suis content de l'avoir vu bien placé. Il y a quand même eu des petites surprises hein, sur comment il a fait ses sprints et puis ses qualités, notamment par rapport à Milan. Là, on y reviendra quand on débriefera les étapes. Mais voilà, hyper content pour lui. Et il le mérite et ça fait du bien. Ça va faire taire un peu des bouches. Je pense que ceux qui parlaient peut-être à son propos, c'était des gens qui voyaient pas les courses et Bah qui oui, pensaient qu'on leur survendait un sprinter côté français. Et voilà, donc là, et qu'il était capable seulement de gagner des petites victoires où il y avait personne. Mais là, voilà, encore une fois, on disait dans la prévue du Giro qu'il y a un gros plateau et bah, des super victoires. C'est tout bénef là. bah, Il réussit sa saison. tout à fait. L'année dernière, il a remporté 19 succès, certes sur des courses non World Tour, enfin pas toutes en World Tour, mais là, il confirme son début de saison fantastique où il avait remporté déjà 2 victoires en Algarve devant notamment Jasper Philipsen. Mais là, le faire en World Tour pour la première fois sur un grand tour, à deux reprises, sur les 3 premières étapes, en remportant le maillot rose,
plus en étant très bien placé pour le maillot cyclamen, bah, c'est incroyable pour le Grenoblois. Exactement. Donc je te propose qu'on vienne en détail déjà sur la première étape. Alors la première étape, on a une grosse chute à 600 mètres, mais là, elle impacte pas vraiment ce qui se passe devant. Elle Enfin, je est sais pas ce très que t'en penses, impressionnante toi. en tout cas. Ouais, elle est impressionnante. C'est dans la deuxième ligne, hein. D'ailleurs, il y a Grovenham qui chute. Groves Il y aussi, a je crois Groves qu'il est aussi. tout Ouais. à fait. Et Et- Moschetti qui a dû abandonner malheureusement suite à une commotion cérébrale. Mais ce que je veux dire, c'est que devant le trou, ils étaient mieux placés, la route se réduisait, on voit mal qu'une nouvelle vague ait pu arriver pour les déborder, hein, je sais pas ce que t'en penses. La chute est arrivée à 600 mètres, donc là les lanceurs étaient, même s'ils étaient fatigués, hein, euh, je pense que ça serait pas revenu de derrière, si c'est la question, hein, les principaux sprinters, à part Groenewegen, étaient là. Donc, enfin, pour moi, il a pas tiré un quelconque avantage de cette chute, hein. Il a Et gagné à la puis, pédale. la question aurait pu se poser si Jonathan Milan avait été pris dans la chute. Sauf que là, le favori pour la victoire d'étape s'en est sorti au même titre que Paul Magnier. Et donc, il a pu jouer un sprint totalement classique avec trois des grands favoris, avec Andresen, Jonathan Milan et lui-même. Yes, et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que alors, son équipe, j'ai été un peu surpris. Déjà, ils l'ont hyper bien placé, que je m'y attendais pas trop, hein. On en parlait que Tirreno, il avait pas bien réussi à sprinter, il était mal placé. Et là, il a été hyper Le bien placé. Wolfpack est de retour. Ouais, oui, et par contre, quand c'est Wildchild, hein, qui lance le sprint, ou c'est Conchoni Et qui c'est prend Max Walscheid. ouais, c'est Wildchild qui lance le sprint, qui a un petit peu d'avance, qui fait le trou. Derrière, c'est Stuyven, je crois, qui n'arrive pas à tenir la roue, mais il roulait déjà depuis un petit moment, donc c'est pas étonnant. Par contre, j'étais un petit peu déçu de Driss de Bons, qui est pas arrivé à revenir sur Wildchild. Et en fait, c'est Andresen qui lance. Et heureusement, heureusement, en tout cas, Andresen lance et Paul Meunier arrive à prendre la rue au bon moment, bien voir qui lance, avoir suffisamment de giclettes pour directement se mettre dans la roue et le déborder. Donc voilà, on va dire que moi j'ai été un petit peu déçu par son lanceur, mais il a super bien réagi et superbement conclu. Et puis sinon, tout le reste de l'équipe, nickel, jusqu'aux 600 mètres, franchement, ils étaient nickel, les Soudal. Disons qu'en termes de timing, il a été, comme tu l'as dit, parfait. Il n'a pas fait l'effort le premier. Il a attendu que Andresen craque, ce que pardon, le Danois a fait avant lui. Et il a pu mettre la balle au fond des filets. Mais en termes de puissance, je pense qu'entre les deux hommes, c'était assez équivalent. Mais l'Italien m'a assez déçu par contre. On l'a vu écraser son pédalier sans pour autant pouvoir dépasser le Français. Ouais, je suis d'accord aussi que moi j'ai été impressionné par Andresen. Quand même, il a eu du mal, hein, Paul. Au début, j'ai cru qu'il arriverait pas à le remonter. En plus, il y avait deux lignes, hein, tracées sur la C'était route. serré. Je sais pas si t'as eu le même coup de pub que moi, mais la première ligne, je suis pas sûr qu'il était en tête à la première ligne. Heureusement, il était largement en tête à la deuxième. Et voilà, Andresen s'est un peu écrasé sur la fin. Mais voilà, beau timing en tout cas. Et, euh, et les hommes forts se dégagent, hein. On en parlera un peu plus après l'étape d'aujourd'hui, tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, Exactement. belle première grande victoire, hein, j'ai envie de dire, de sa Et carrière un à Paul maillot Magny. rose à la clé. Un maillot rose porté un jour, maillot cyclamen qu'on espère qu'il amènera jusqu'au bout. Et il était passé pas loin sur l'homme loot, sur le Grand Prix de Plouay. À chaque fois, il avait fini deuxième, avec des victoires à sa portée. Donc là, voilà, ça doit lui faire plaisir d'avoir conclu
des belles étapes comme ça, quoi. Avec un beau plateau, comme on disait, voilà, ça va faire taire quelques critiques et va peut-être pouvoir l'assurer dans, dans cette équipe définitivement, hein, j'ai envie de dire, puisque voilà, on sait que c'est l'équipe. Moi, je t'en avais déjà parlé, Nathan, mais je trouve cette équipe, t'as énormément de sprinters. Avant de venir chez eux, ils performent pas. Ils viennent chez eux, c'est les meilleurs sprinters du monde. Ils repartent et ils n'arrivent plus à gagner une victoire. Donc, il est bien là où il est. On espère On sait qu'il comment sera. va finir Tim Merlier alors. Bah ouais, non, mais c'est un peu ça, hein. Moi, si j'étais patron d'une équipe de vélo, j'achèterais pas un mec. Enfin, je proposerais pas un contrat à un mec qui part de la soudale, hein. Et Tim généralement, Merlier ça chez se finit. Cofidis, attention. Vous l'avez entendu là en premier. Ouais. Alors, voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà, il est bien ici et on espère que les Il va performances comme rester ça longtemps. vont ouvrir les portes du Tour de France l'année prochaine, pourquoi pas. Alors sur l'étape 2, donc je te propose de passer à cette étape 2. On a eu alors un mouvement des hommes du général, là. Je sais pas ce que t'en as pensé déjà. Bah oui, qui a été initié par Jonas Vingegaard. Que moi, j'attendais plutôt dans un style qui nous a habitués, hein, d'attentiste. Et que si ça bougeait dans le final avec les leaders, bah là, il aurait pu jouer la victoire. Mais avec un final d'une ascension pavée, je ne m'attendais pas à le voir prendre des risques, comme il a pu le faire en s'isolant euh, assez loin de l'arrivée, où Pellizzari et Lennart Van Esveld ont pu prendre sa route. Jan Christen a tenté de les suivre, mais il n'y est pas parvenu dans un premier temps. Donc ils se sont isolés à trois. Tout le monde a relayé. Ils avaient 20 secondes d'avance sur le peloton. Et puis, 1 km 5 avant l'arrivée, bah, ils se sont fait reprendre. Et du coup, le sprint a pu se jouer. Et c'est le coureur d'Astana, Guillermo Thomas Silva, qui remporte la victoire. Alors, ce coureur, faut savoir Oui, tu le que c'est connaissais un, toi? oui, tout à fait, c'est un coureur qui est transfuge de l'équipe Cararual, qui a notamment fait quelques top 10 l'an dernier sur la Vuelta, notamment sur l'étape de Voiron, remportée par le Britannique Ben Turner, mais aussi et surtout cette année, où il a remporté un tour en Chine, le Tour d'Henan. Il a remporté 2 étapes, plus le classement général. Donc c'est vrai qu'on l'avait pas cité lors de notre preview sur le Giro, mais c'est vrai que son profil correspondait parfaitement à ce type d'arrivée. D'accord, moi je t'avoue que je le connaissais pas. Et bah d'ailleurs ils ont été surpris aussi sur Eurosport, hein, puisqu'ils pensaient que c'était plutôt Scaroni, ouais, moi aussi je pensais plus que c'était que Scaroni. Mais voilà, Scaroni en fait lui a lancé le sprint et il s'est imposé. Bah, écoute, belle victoire, on espère pour lui Astana, qu'il. encore un magnifique début de saison. Oui, oui, on espéra qu'il tienne le maillot. Bah, il devrait le tenir jusqu'à vendredi, hein, jusqu'au blocos, je pense. On verra On est ça bien parti, oui. tout à l'heure. Et sinon, oui, Bah, la chute. Van Edveld, est-ce que ça t'a surpris de le voir suivre Ah oui, Lennart Van Aert, tout à fait. Malheureusement, l'échappée des trois protagonistes n'a pas pu aller au bout. Moi, personnellement, ça m'a déçu, car j'étais heureux de revoir le Belge aux avant-postes, car il avait du mal à retrouver son meilleur niveau. En 2025, il avait eu des problèmes, notamment au genou, au dos, etc. Il avait rechuté au Down Under cette année. Donc j'avais envie de le voir, pourquoi pas s'imposer si les trois étaient arrivés au sprint. Mais malheureusement pour lui, ils se sont fait reprendre par le peloton. Et puis je veux évidemment qu'on revienne sur l'incroyable chute qui a vu notamment deux coureurs du AE
bah, être obligé d'abandonner. Ah ouais, là, mon pronostic est foiré dès la deuxième étape, hein. J'avais mis Adam Yates sur le podium. Et ben, il a abandonné, il a même pas pris le départ de la troisième. Ouais, donc grosse chute là, dans une descente, dans un virage. Alors il y avait plus quelques minutes avant, la route semblait sèche, mais est-ce qu'elle était encore humide à cet endroit-là? C'est qui déjà qui part en premier? C'est Solaire, hein, c'est ça? Euh, Honnêtement, avec les impairs, j'ai pas bien vu, mais J'ai pas revu avant de préparer, mais hier de mémoire c'était Solaire qui partait en premier et qui embarquait euh, toute une partie du peloton, toute la partie gauche, et en plus, Solaire, il était dans les 5 premiers, hein, au moment de sa chute, donc ça tombe vraiment devant. On a eu beaucoup de casse, et, voilà, hein, ça, ça va bouleverser encore les prétendants au titre. Jevine qui chute une nouvelle fois, l'Australien est vraiment malchanceux encore une fois. Il avait chuté à cause d'un kangourou sur le Down Under, mais là en Italie, même sans kangourou, bah, il se retrouve encore à chuter sur la troisième étape d'un grand tour. Euh, on a souvent tendance à le décrier pour ses qualités, ses mauvaises qualités techniques, mais il a beaucoup de malchance aussi, il faut le reconnaître. Ah oui, bah là, il pouvait rien, hein. Et donc, il a abandonné avec Solaire et Buitrago notamment. Et donc, Oui. Yates, on a dit, qui abandonne Et le un lendemain. coureur, Agnès Holter de la formation Uno X Oui, Mobility et et- également Andrea Vendrame, le sprinter puncher de Jake Walula. et on a aussi Moschetti. Et on a vu Cavagna qui était bien touché, mais bon, il est reparti. Pour l'instant, ça tient. Euh, Très bien. Est-ce que tu as autre chose sur cette deuxième étape? Je pense que, tu vois, ça remontait un peu dans les 2 derniers kilomètres, et je pense qu'ils se sont un peu moins donnés devant les 3 premiers, puisque après on a vu, enfin d'un seul coup ils avaient 17 secondes d'avance, et d'un seul coup en 500 mètres là où il y avait la petite côte, bah Kristen a fait le jump, et avec lui presque tout le reste du premier groupe, enfin du groupe de poursuivants. Donc, ouais, est-ce qu'ils ont commencé à se regarder un petit peu? Moi, j'ai pas compris non plus pourquoi Vingegaard, Pellizzari, qu'est-ce qu'ils allaient foutre là pour gagner des clopinettes. C'était un peu risqué. Disons que Pellizzari a suivi Vingegaard, mais Vingegaard, disons que si il a l'intention d'attaquer, bah, c'est un petit peu bizarre de pas aller au bout Ouais, de pas en remettre une couche après. dans ce petit but, ouais, je suis d'accord. Ils auraient dû en mettre une petite couche dans ce but pour peut-être mentalement donner un premier coup aux autres, mais ouais, bon. Ça nous a mis un petit peu d'animation après cette terrible chute qui nous avait un petit peu refroidi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, elle est arrivée au mauvais moment, hein. Moi, je m'attendais à ce que les hostilités commencent, et là, bim, la grosse chute. Bon, enfin bref. Et ils ont pu repartir, et puis bah, on espère que les blessés se remettront vite. Sinon, bah, je te propose, si c'est bon pour toi, qu'on passe à l'étape 3. Oui, je voulais juste revenir. J'ai appris que Scaroni avait eu un carton jaune parce qu'il a levé les bras pour la victoire de son coéquipier, alors qu'il a travaillé pour lui. Alors je sais que l'UCI bah, souhaite mettre des cartons jaunes en toutes circonstances si les coureurs enfreignent les règles. Sauf que là, on pourrait faire du cas par cas. Scaroni, il n'a embêté personne en faisant ce geste. Et je pense que c'était de l'émotion pure et aucune volonté de nuire au peloton. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. Bah, j'avoue que depuis que tu m'as relayé l'info, je suis pas allé revoir les images, parce que ce qu'ils reprochent souvent dans ces cas-là, c'est qu'il ralentit et qu'il met en danger les gars qui arrivent derrière. Non, en Donc, fait, sur la photo, il lève les bras comme s'il avait gagné, en fait, comme lui. oui, mais la question c'est surtout, est-ce qu'il met en danger les gars qui arrivent derrière? Pour moi, non. Euh,
Bah voilà, je pense que c'est là-dessus que doit se jouer l'interprétation en tout cas. C'est-à-dire est-ce que il aurait pu causer du dommage et puis faire prendre des risques à un peloton qui est un peu lancé quand même s'ils étaient en effectif un peu réduit. Voilà. C'est les interrogations que doivent avoir les commissaires. Depuis l'info, j'ai pas regardé. Mais effectivement, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi que l'aspect célébrer son équipier qui gagne en soi, ça fait partie du vélo, hein. C'est un sport Oui, d'équipe. c'est pas comme s'il avait fait un geste Oui, oui. volontaire pour nuire à quelqu'un d'autre. Voilà, on sait l'intérêt de ce sport d'équipe, l'intérêt de l'équipe, du collectif. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir à voir d'avoir un coéquipier content. C'est des belles images, moi je trouve, sur le principe en tout cas. Tout à fait. Concernant l'étape 3, alors là, bah, nouvelle victoire de Paul Magnier. Encore, cette fois-ci devant Milan et Groenewegen. Andresen, lui, est 9e, un peu plus loin. Il était un peu Le mal premier placé. vrai sprint, j'ai envie de dire. Ouais, le premier vrai sprint. Moi, je vois quand même, je sais pas si t'es comme moi, que les 4 là que j'ai cités, c'est ceux qui se dégagent en termes de force, hein. Bah, Magnier, on peut Milan, rajouter Groenewegen. Andresen, oui. Oui, oui, et Andresen, c'est ça. Bah C'était ça oui, mes tout à 4, hein. fait. Il en faisait partie, hein. Ouais, ouais. Ok, bah oui, tout à fait, tu as totalement raison. Peut-être on peut attendre Casper Van Houten. Je me dis que la pique-nique doit son salut envers le néerlandais. J'espère pour eux, en tout cas. Et peut-être Non, Caden non. Groves, mais en tout cas, pour l'instant, les quatre que tu as cités sont les principaux protagonistes de ce début de Giro. Ouais, et là, il y avait particularité, donc il y avait un virage qui est pas un gros virage, hein. Ils l'ont pris enfin, full gaz, hein. Mais il y avait un virage quand même à 100-150 mètres de la ligne. Donc il fallait être bien placé dans ce virage pour prendre la trajectoire à la corde dans les roues. Et Pas de chute, ouais, heureusement. pas de chute. Et voilà, je pense que ça a un peu désorganisé le sprint. En tout cas, les sprinters ont pas fait leur sprint habituel dans le sens où il fallait être bien placé dans ce virage. On a vu Milan qui a démarré de loin, entre 250 et 300 mètres. Là encore, Magny, qui avait plus d'équipiers, a tout de suite pris sa roue. Et il était deuxième dans ce virage, Groenewegen était troisième, et au final, et ben, Magny a réussi à lui passer devant, et Groenewegen, lui, finit troisième. Mais Groenewegen, on voyait qu'il avait de la force, hein, puisque quelques dizaines de mètres après la ligne, si la ligne était un peu plus loin, à mon avis, c'était lui qui gagnait, hein. Bon, après, il est D'ailleurs, sorti tard de la roue de Magny aussi, hein. oui, on avait dit dans notre preview qu'on ne pensait pas que Dylan Groenewegen pourrait passer le col. Et il est passé, on voyait plus Kubish, mais j'étais surpris de le voir dans l'emballage final. Et je voulais revenir sur l'équipe Soudal un petit peu avant le sprint final qui a attendu, qui a laissé travailler notamment l'équipe Astana pour placer leur leader, Lidl Trek, NSN en tête de peloton avant le 1 km, les 500 derniers mètres, pour se placer aux 500 derniers mètres, pour placer Paul Magnier magnifiquement. Comme je le disais dans un précédent épisode, la Soudal et notamment encore plus Paul Magnier, on les voit jamais avant les 500 derniers mètres et paf, ils arrivent, ils sont placés et là ils peuvent jouer le sprint. C'est vraiment des coureurs qui ont la science du placement. Contrairement à Jonathan Milan qui lui a besoin d'un train. Et s'il est mal placé, s'il est contraint à lancer un sprint trop tôt, eh ben c'est mort. Ouais, là, c'est un peu ce qui s'est passé, oui. Mais Magnier, par contre, à 300 mètres, il était tout seul aussi, hein. Enfin, à 500 mètres, je crois que son coéquipier, il s'écarte entre les 500 et les 400, là, le Oui, lanceur. je parlais du train Ouais, ouais. pour le placement, quoi. Mais en tout cas, moi je trouve que là sur ces deux sprints, il a eu
bonne science de la course, il a pris à chaque fois la bonne roue et il avait les jambes, hein. Et après, Ah en bah oui, plus, évidemment. à la puissance, il les dépasse. Mais attention quand même, parce que le niveau a pas l'air si, si énorme que le résultat pourrait le laisser penser, avec Milan, Groenewegen et Andresen. Voilà, mais en tout cas, là encore, une super victoire de Paul Magnier. Donc on est Ça met de très sang-froid. heureux pour lui. Ah bah on espère là maintenant, il nous a habitués, on va continuer à en attendre autant. Et bah pourquoi pas dès, dès mardi? Mardi? Bah oui, peut-être. Même Ouais, s'il y alors aura un col quand même un petit peu plus important qu'aujourd'hui. ouais, alors mardi, c'est une étape similaire à aujourd'hui avec un col un peu plus grand, effectivement. Alors j'ai été un peu surpris que personne ne roule. On en avait dit hier, hein. Enfin dans notre preview, pardon, la dernière fois, que des équipes risquaient de rouler, mais je pense que la chute de vendredi a, a coupé pas mal d'herbe sous le pied, dans le sens où les équipes qui avaient intérêt à rouler pour pourquoi pas se défaire des sprinters un peu plus lourds, et ben, au final c'est ceux qui étaient en deuxième ligne et qui ont chuté, hein. Je pense notamment à Grooves. Oui, tout à fait. Donc Et c'était... aujourd'hui, la Ouais, Décathlon, excuse-moi, j'y pense maintenant, était assez mal placée dans le final, ce qui a pu, Andresen aussi a crevé, donc il a été obligé de faire un petit effort pour revenir dans le peloton, ce qui lui oui, a peut-être coûté une petite cartouche, donc consommer il des n'était équipiers peut-être aussi. pas à son meilleur niveau, mais Paul Magnier a totalement mérité sa victoire. Non, mais ça c'est clair. Alors est-ce que justement mardi, avec ce col, donc 14,5 pour kilomètres, 14 km et demi à près de 6%, avec des passages à 11% quand même, donc c'est long, et il est situé à 40 km de l'arrivée environ. Voilà, est-ce qu'on peut attendre à des équipes qui roulent cette fois, de façon à lâcher des sprinters? Bah, la question pour moi, c'est la taille de l'échappée. Je pense que ça pourrait être la première étape où on pourrait voir un gros groupe de 10 à 15 coureurs bah, avec des équipes World Tour. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est la Bardiani et la Polti qui envoient deux coureurs pour jouer le classement de la Fouga. Mais là, ça pourrait être vraiment intéressant de voir des baroudeurs, notamment de la Groupama FDJ avec, je sais pas, un Brio Roland ou je sais pas moi, un coureur de Uno X et pour essayer d'aller l'Eknosun, ce serait un profil parfait pour essayer d'aller bah, engranger un premier succès en victoire d'étape. Mais si cela n'est pas le cas, les équipes de sprinteurs auront intérêt, notamment celle de Tobiasun Andresen, de rouler pour essayer de faire craquer Jonathan Milan, de faire craquer Paul Magnier et Dylan Groenewegen. Ouais, alors sur l'échappée, la grosse échappée, moi je pense pas parce que les écarts sont pas encore totalement faits, hein, et côté Astana ils vont vouloir garder le maillot, ça va être l'objectif de la journée. Donc après pour avoir 15 gars avec aucun qui soit à moins de 3 minutes, ça peut être potentiellement compliqué, d'autant que ceux qui sont loin, bah, il va te rester des sprinters, des lanceurs, etc. Mais par contre, avoir un final plus intéressant, parce que là, ce col, il est plus proche de l'arrivée. Une équipe qui serait en tête, elle peut tenir, peut-être relayée par une autre, elle peut tenir jusqu'au bout. Euh, voilà. Et Paul Magneux, il en a gagné deux. Les deux qui sont arrivés au sprint, peut-être que ça va commencer à énerver les autres équipes aussi, qui vont vouloir eh ben, peser sur la course. Donc Bah voilà, oui, j'espère qu'on va avoir plus de spectacles qu'aujourd'hui en tout cas, et je pense que les chances sont là. oui, tous les ingrédients sont réunis pour avoir plusieurs catégories, j'ai envie de dire, d'étapes
de courses dans la même étape. Donc, ce sera très intéressant à suivre dès mardi. Je te propose qu'on passe à l'étape de mercredi. Mercredi, on a une étape avec pas mal de dénivelé quand même tout le long. On a près de 4000 mètres de dénivelé sur 200 km et surtout un col de 6,6 km à 9,2% et qui se situe à 50 km de l'arrivée. Un Avec des profil passages assez à... similaire? Ouais, ouais, mais beaucoup plus de dénivelé quand même global, hein, parce que ça monte beaucoup au début notamment. Ça remonte un peu, c'est un peu vallonné, hein, tu vois, tout le long. Et on a des passages à 15%, hein. Donc Ouais. là, pour les Pourquoi pas voir sprinters, les premières différences au classement général? et ben là, c'est compliqué. Je pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup à, enfin, c'est quand même long après. Par contre, on pourrait avoir des seconds couteaux qui partent. Une échappée avec des gens qui sont loin en général. Mhm. Voilà, Peut-être des bon, bordures, pourquoi pas des cassures qui pourraient scinder le oui, peloton en deux. alors, dans la montée, oui, oui, complètement, hein, mais je pense que ça partira, hein, parce que là, euh, il y a quand même de quoi faire pour un grimpeur, sauf qu'il faut qu'il soit assez loin au général pour pouvoir partir, hein. À Disons la fois pour qu'après pouvoir... avoir vu le Liège-Bastogne-Liège de cette année, on imagine des scénarios un petit peu plus épicés que d'habitude. Ouais, non, mais t'es optimiste, je sais pas, mais en tout cas, l'échappée peut aller au bout, ça c'est sûr. Euh, Si, encore une fois, les gens pas sont assez loin au général parce que euh, le maillot rose il peut le conserver là. Silva il peut le conserver. Oui, Donc toute il l'équipe va faire rouler Astana son équipe. sera à la tâche pour tenter de conserver leur tunique rose, évidemment. C'est ça. Mais donc étape intéressante, mais ça sera pas encore le général. Et jeudi, alors voilà, on s'intéresse qu'aux 3 premières étapes parce qu'on fera sûrement, enfin on devrait faire une émission jeudi soir. Donc on débriefera et puis on fera la suite. 3 étapes par 3, je sais pas ce que t'en dis Nathan, mais moi je trouve que c'est pas mal, ça perd, Oui, c'est une nous ça bonne nous perd moyenne. pas. Et puis ça permet de se projeter un petit peu. Et donc jeudi là, l'étape pratiquement toute plate. À noter que la fin, il y a un peu de pourcentage et puis c'est un peu des pavés, hein. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait aujourd'hui, hein. On avait un peu de pavés aussi aujourd'hui, il y avait un peu de faux plat montant. Euh, mais voilà, sinon premier sprinter là encore. Mais oui, tu as parlé de pavé, ça me fait penser à quelque chose, à quelqu'un surtout, c'est Arnaud Delis, qui traîne un peu sa misère depuis les 3 premières étapes. On le savait malade, il ne s'est pas présenté à la présentation des équipes, mais là vraiment, à chaque bosse, il se retrouve à 1 minute derrière le peloton. Là, il a été attendu par 2 coéquipiers. Ils ont réussi à le ramener dans le peloton, mais il n'a pas pu jouer sa carte dans le sprint. Donc je me dis finalement, à quoi bon finalement euh, essayer, c'est très bien, hein, mais là, je serais Bah, surpris que le Belge arrive à sprinter sur ce Giro. ouais, bah, je pense que là, il attendait déjà de. Tu sais, ils étaient en Bulgarie, alors je pense que trouver un remplaçant de dernière minute comme ça, c'était peut-être pas évident. Puis en plus, bon, l'équipe était quand même bien axée sur lui. Euh, mais ouais, j'ai des doutes de le voir arriver à Rome aussi. Je pense que le premier objectif pour lui, c'était d'arriver à cette journée de repos là, de faire le point après. Et s'il repart, soit il Ah est bah de en. toute façon, son directeur sportif avait annoncé qu'il ferait que 10 jours de course. Après, c'était prévu qu'il abandonne. Mais là, je pense qu'il Ah, bon. abandonnera peut-être encore plus rapidement. Bah oui, parce que s'il veut faire 10 jours de course, là, C'est c'est mal jusqu'à jeudi engagé. hein, que ça va. Hmm. Bon, on verra bien s'il arrive à s'en remettre. Ok, sinon donc rien de plus pour les quatre qu'on a cités, les 4 sprinters qu'on a cités tout à l'heure seront encore les favoris, hein, jeudi. On peut citer des seconds couteaux dans ces équipes aussi.
Chez l'auto, on aura Milan Menten, si Arnaud Delis, voilà. Et notamment chez Unibet Rose Rocket, Lucas Koubis, qui là, si on a des montées avec des plus forts pourcentages, pourra à merveille essayer de jouer la victoire. Chez Ineos, on a toujours Ben Turner, qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre, mais il peut très bien sprinter. Et voilà, Oui, non, mais attends, André l'étape de jeudi, elle est toute plate, hein. Toi, tu me parles peut-être plus de l'étape de mardi, alors, où il y a Oui, le... c'est ça, pardon. Ouais, ouais, ok. Je vois que tu l'aimes bien, là, ton Turner, là. T'y Bah, crois? je l'aime bien parce que on l'avait vu gagner en France, mais aussi parce que chez Ineos, je me suis habitué à Dorian Godon. Et là, il n'y a pas Dorian Godon, donc j'ai envie de trouver quelqu'un pour le remplacer chez Ineos. Ça marche. Et bah, très bien. Bon, en tout cas, on a hâte que le Giro reprenne, hein, même s'il vient de se finir. On va pas bouder notre plaisir, là. Enfin, finir la première séquence, là, avec les deux belles victoires de Paul Magnier en 3 jours. Sinon, je te propose qu'on passe rapidement aux deux autres courses du week-end, le Grand Prix du Morbihan et le Trobron-Léon. Alors, donc sur le Grand Prix du Morbihan, c'est Cosnefroy qui gagne, c'est ça, Pour la devant... 4e fois, Ouais, quatrième fois. Euh, devant Noah Isidore et Paul Lapera. donc, ouais, ouais, c'est super. Et côté Trobron-Léon, c'est Filippo Fiorelli. En étant parti dans les derniers kilomètres, alors je t'avoue, j'ai vu que la fin, hein, puisque je regardais plutôt l'étape du Giro, Oui, tout et, à fait, c'est pareil de mon côté. et il s'impose devant Cofidis et Lewis Hasky. Cofidis, Alexis Renard pour Cofidis et Lewis Hasky, troisième pour NSM. Donc voilà, ouais, c'est un petit peu dommage d'être en confrontation comme ça avec le Giro, surtout que c'est des courses qu'on pourrait regarder de loin. Euh, Mais bon, il y avait la Visma pour la première fois sur cette course et bah, elle a bien animé la course, hein. Bah oui, tout Et à fait. Et également pour UAE, hein, pour moi, c'est la première fois qu'ils participent à ces courses en Bretagne. Ce n'est pas sans, pour moi, c'est pas une coïncidence avec le fait qu'ils aient recruté un Breton, ah spécialiste bah, de ces courses. c'est clair que et en plus il a gagné au Morbihan, donc c'est c'est nickel, hein. Enfin, Bah oui, parfait. Il fait bon un résultat, là excellent il fait début de sixième. saison. Cosnefroy fait sixième hein, sur le Trobron. Oui, tout à fait. Il fait un excellent début de saison. Plus là, il gagne, il remporte une victoire. Plus un très bel accessite. Alors que sur le Giro, ça se passe très mal pour son équipe. Ouais. Petite consolation, on va dire. Je Voilà. pense qu'ils ont peut-être des meilleures aspirations. Mais voilà, c'est bien de scorer aussi parce que quand tu fais une bonne saison comme ce qu'il nous fait là, Cosnefroy, mais que tu scores pas, c'est ça peut être frustrant. Euh, bon, super. Concernant Paul Sexas, eh ben, on n'a pas tellement plus d'infos à vous donner, si ce n'est qu'a priori il est en repérage pour le Tour, Pogacar aussi d'ailleurs, mais pas plus d'actu que ça. Oui, Voilà, on on ronge parle un de petit peu notre repérage. frein, mais on s'y attendait aussi, hein. Maintenant, il va se préparer dans l'ombre, j'ai envie de dire, pour le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes et le Tour de France. Mais on le quitte pour mieux le retrouver au mois de juillet. Yes, ouais, ben, on espère. Puis avant ça même, hein, mois de juin, avec Oui, le Dauphiné. effectivement. Ouais, moi je voulais revenir aussi rapidement sur l'annonce, un truc qu'on n'avait pas abordé la semaine dernière. Mais tu sais, son annonce de participation au Tour de France là. Nous, c'est vrai qu'on le voit, nous les premiers, hein, mais tous les médias comme un sportif, une ligne de statistiques au classement, mais lui, c'est avant tout un homme. Et quand tu vois son grand-père qui dit ah bah t'as pensé à moi, j'ai 85 ans, ben voilà, c'est sûr que ça peut être aussi des considérations qui peut prendre en compte le fait
des considérations familiales, ça peut être bête, mais s'il y participe pas et qu'il le regrette dans sa vie, il pourra toujours le regretter plus tard, peut-être. Donc voilà, s'il a fait le choix de participer, moi je trouve que on le dit, hein, on l'a toujours répété, hein, ça sera sa décision, c'est lui qui choisit, etc. Mais voilà, pas besoin de lui faire de leçon, il sait ce qu'il fait et il n'y a pas une façon de gérer sa carrière, chacun a sa propre façon et fait ses propres choix en conséquence. Mais oui, tout à Voilà. fait, tu Je as trouvais que ça raison. n'avait pas été trop dit dans les médias en fait, cet aspect-là où la décision c'est pas toujours que du sportif et c'est pas pour ça que c'est des mauvaises décisions. Peut-être que sur le long terme ça peut aussi lui être bénéfique. Voilà. Bah oui, parce qu'on l'a vu depuis le début de saison, Paul Success, il a toujours des membres de sa famille, notamment ses parents et son petit frère, à l'arrivée des courses. En Algarve, je me souviens de sa mère qui lui parlait après la course sur le home trainer. Et puis là, cette annonce, moi, m'a vraiment touché avec les grands-parents de Paul Success. Je pense que ce que tu dis pour le grand-père qui a un âge avancé, tout ça, c'est des considérations pour de nombreux coureurs qui se disent bah, j'ai envie de faire cette course dans tel ou tel pays parce que j'ai des proches qui vont la regarder. Mais là, le fait d'avoir fait une annonce très naturelle, finalement, ça exauce ce phénomène-là et ça nous plonge dans son histoire, finalement. Alors que s'il avait fait ça de manière très synthétique sur un plateau télé, on n'aurait même pas pu se plonger dans son univers. Ouais, t'en avais parlé de la semaine dernière de ça. Je vous invite à réécouter le podcast de la semaine dernière. Mais ouais, je suis totalement d'accord. Il a bien une belle réussite sur son annonce. Espérons que la course soit à la hauteur de l'annonce, c'est-à-dire pleine d'émotions. Et après, on verra, hein, peu importe qui gagne, hein, qui donne le maximum. Exactement. On verra bien. Voilà, on verra bien. S'il gagne, je suis peut-être un peu optimiste, peu importe le résultat. Podium, 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 Ouais, podium, podium. podium. Ça marche. Merci en tout cas, Nathan, pour ce Bah, débrief. Et merci à puis, toi. merci à vous tous de nous écouter. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de Paul Magnier là. Moi, franchement, c'est un kiff de l'avoir vu comme ça. J'espère que ça va être un tournant pour sa carrière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre vos réactions sur Paul Magnier. On attend ça avec impatience. Et puis, on se retrouve jeudi donc. Euh, Bonne, bonne journée à tous, bon Giro à tous, et allez Paul, on est dans ta roue. Ciao.